Dordogne Info, des messages d'information locale et départementale. Bonjour Monsieur Lavitola. Bonjour. Alors nous nous situons en ce mardi 14 octobre. Nous nous situons au centre Joséphine Baker et c'est le groupement de coopération sanitaire, le GCS Santé Mentale, qui a organisé un grand événement aujourd'hui dans le cadre de la 34e édition de la Semaine de la Santé Mentale. Le programme est chargé aujourd'hui. Vous vous apprêtez à faire une allocution de bienvenue. Que pouvez-vous dire sur la santé mentale pour les jeunes périgourdins sont-ils concernés, bien sûr? Oui, c'est un sujet majeur, on va dire moderne, puisque on voit que beaucoup de tranches de la population sont concernées sur la question de la santé mentale. C'est le cas notamment des jeunes. Vous avez désormais un jeune sur 4 qui se déclare avec des syndromes dépressifs. Les volontés suicidaires des jeunes ont triplé entre 2014 et 2021. Et de même, pour nos seniors, vous avez 17% des seniors qui sont victimes de troubles psychiatriques. Donc on voit bien que ce sujet-là concerne aussi bien les jeunes, y compris les enfants, et les seniors, et que dans une société finalement anxiogène, ça crée du trouble aussi pour un certain nombre des citoyens. Donc c'est un sujet qu'il faut traiter, il faut y mettre les moyens, il faut recruter des psychiatres, il faut pouvoir faire en sorte que celles et ceux qui ont soit un trouble de naissance, soit un trouble de vie puissent être accompagnés en fait. Et cette journée n'est pas que réservée aux jeunes d'ailleurs. Il y a quand même pas mal d'ateliers, plus que pour les seniors, c'est vrai. Mais les seniors sont inclus et donc c'est organisé par le GCS, donc, le groupement de coopération sanitaire, qui rassemble 35 établissements. Oui, c'est ça. Alors là, le président vous en dira sûrement plus que moi là-dessus. Mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une sorte de coordination entre les différents acteurs, et c'est aussi l'objet du colloque, c'est de se rassembler, de pouvoir utiliser les bonnes pratiques. Et on le sait que quand on mutualise aussi les bonnes pratiques et ce que l'on peut faire, on sera plus fort. Donc c'est tout l'intérêt de ce groupement en fait. Merci. Merci à vous. Et on va diffuser une partie de votre discours. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Hervé Lolo, vous êtes le président du GCS, donc le groupement de coopération sanitaire dont on parlait juste avant, avec 35 établissements, dont on fait partie... On est 38 adhérents aujourd'hui au niveau du GCS. 38 adhérents, dont le centre hospitalier Vauclair qui va faire des ateliers aussi cet après-midi et qui est déjà passé en studio aussi à la radio. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est? Alors ce groupement, il est sur l'initiative de l'ARS il y a quelques années, qui a souhaité doter les territoires d'un outil qui permet de fédérer les acteurs pour je dirais, initier des dynamiques de travail sur les questions de santé mentale, avec la volonté de toucher à la fois les jeunes enfants, les ados, les adultes et les personnes âgées. Donc on a aujourd'hui un groupement qui est composé de 38 adhérents, qui vont d'une grande partie des EHPAD du territoire jusqu'au secteur psychiatrique, l'hôpital de Périgueux, Vauclair, vous l'avez évoqué, et puis tout un secteur associatif et de fondation avec la fondation de John Bost, l'APU de Périgueux, les Papillons Blancs de Bergerac, l'AOL de Périgueux et d'autres acteurs du médico-social. Voilà, donc c'est un groupement qui a pour mission d'animer le territoire sur les questions de santé mentale, de proposer comme aujourd'hui un colloque annuel qui mette en question des thématiques. Là, pour aujourd'hui, ça va être la question des écrans par rapport à la santé mentale, et qui a un groupement qui a aussi comme objet la formation des professionnels, des interventions auprès des équipes, et puis une association à tout ce qui peut se traiter sur le territoire au niveau de la santé mentale, comme les semaines d'information en santé mentale qui vont se tenir courant octobre, pour lesquelles le groupement est également partie prenante. Alors, il me semble que c'est la 34e édition dans le cadre de la Semaine de la Santé Mentale, de cette journée spéciale. Est-ce qu'en 34 éditions, vous avez vu une dégradation? Quelle est l'allure? Alors, on ne peut pas parler de dégradation. La question de la santé mentale est une question quand même qui est de plus en plus, je dirais, d'actualité, dans tous les sens du terme. On voit qu'effectivement le phénomène de déstigmatisation, puisque c'est ça l'objectif premier des semaines d'information en santé mentale, c'est de sortir les personnes qui sont en situation de difficulté, de souffrance en santé mentale, de les sortir de l'ombre, de les sortir de la nuit un petit peu. Donc on voit que les choses ont bougé,
On voit que aujourd'hui les témoignages sont de plus en plus nombreux sur ce que les gens vivent, ce que les gens rencontrent, la façon dont les gens le partagent avec leurs proches. Et je crois qu'une journée comme aujourd'hui, les semaines d'information santé mentale visent vraiment à mettre la question de santé mentale au cœur des problématiques citoyennes, au cœur de la cité, au cœur du quotidien, je dirais, de chacun. Donc c'est avec des actions comme ça et en parlant de plus en plus qu'on arrivera à guérir, à réduire un maximum les conséquences en fait. On ne guérira pas forcément les maladies. Non, l'objectif c'est pas de guérir forcément ou de supprimer la question de la maladie. C'est la place qu'on laisse à la maladie dans la société qu'on souhaite aujourd'hui. C'est juste cette question-là. Et effectivement, chacun a sa place dans la société qu'on souhaite développer aujourd'hui. Et des temps comme ça participent effectivement à se vivre ensemble. Merci Monsieur Lolo. Et je vous laisse. À vous. On va écouter quelques extraits de votre discours aussi. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à notre invitation pour ce 4e colloque du GCS Santé Mentale. Beaucoup de participants cette année encore, on a enregistré plus de 300 inscriptions. Je tiens en préambule à remercier le conseil départemental de la Dordogne qui cette année encore nous a mis gracieusement à disposition ce bel outil qu'est la salle Joséphine Becker, la municipalité de Périgueux, l'ARS Nouvelle-Aquitaine et sa délégation départementale Dordogne pour tout le soutien qu'ils nous ont fourni et l'accompagnement qu'ils font pour le GCS tout au long de l'année. Le comité de préparation du colloque, le COPIL, au sein des adhérents du GCS Santé Mentale, et puis tout particulièrement l'équipe du Siège Vauclair qui a œuvré depuis plusieurs mois pour que la journée se déroule mieux. Je pense à Evelyne Augier-Cléry, à Manon Bertrand et à Stéphanie Rousseil qui ont été les chevilles ouvrières de cette journée. Alors, le GCS Santé Mentale, il a été créé en 2015. Il regroupe aujourd'hui 38 établissements publics et privés qui œuvrent dans les domaines de la santé, du handicap, de l'hébergement et de l'accompagnement médico-social. L'objectif de ce groupement, fédérer les acteurs du territoire autour d'une action coordonnée, partagée et durable dans le champ de la santé mentale. Ce groupement est composé quasiment à part égale d'un collège d'établissements publics et d'un collège d'établissements, d'associations, de fondations privées. Les activités du GCS, de la formation à destination des professionnels du territoire, en direction des professionnels au contact des personnes âgées, des jeunes et des adolescents. On a également une thématique sur la prévention du suicide et la formation au premier secours en santé mentale, avec de nombreuses actions qui se sont déroulées sur le territoire de la Dordogne en 2024. On a également les interventions de la coordinatrice du GCS auprès des équipes des établissements membres du GCS, à partir d'une thématique précise ou en lien avec une difficulté dans l'accompagnement. On a un site internet du GCS que je vous invite de temps en temps à consulter, qui peut être ressource. Et puis, comme aujourd'hui, chaque année un colloque. L'année dernière, en 2024, on s'était intéressé à la place pour les proches aidants dans les préoccupations autour de la santé mentale. La thématique d'aujourd'hui, vous l'avez affichée derrière, on va plutôt être du côté des écrans. On est également partenaire des semaines d'information en santé mentale, les SISM. En 2025, elles sont actuellement en cours de déploiement puisqu'elles se déroulent du 6 au 19 octobre autour de la thématique suivante: pour notre santé mentale, réparons le lien social. Belle ambition, vaste programme. Pour notre journée, de par sa composition initiale, le GCS Santé Mentale a le souci, chaque année, de choisir pour son colloque un sujet qui associe à la fois les professionnels de la jeunesse, des adultes, mais également des personnes âgées. Pour cette 4e édition, au regard de l'actualité, des constats portés par de nombreux professionnels investis dans les secteurs que je viens d'évoquer, le thème des réseaux sociaux et plus largement de l'usage des écrans a rapidement fait l'unanimité au niveau du COPIL. Jusqu'à se demander pourquoi ce sujet
ne s'était pas imposé plutôt à nous? Sans doute parce que son étude, dès lors que nous avons travaillé à sa préparation, nous est très vite apparue comme complexe, sujet à de multiples approches et porteur de nombreuses contradictions. Des termes comme addiction, peur, désocialisation, mais également opportunité, progrès, avenir, sont venus traduire une vraie préoccupation et un questionnement profond chez chaque professionnel, ainsi que chaque citoyen que nous sommes. À l'heure où des tribunes prônent l'interdiction physique des portables dans les établissements scolaires et que nous constatons une forte augmentation du nombre de pays qui ont interdit ou fortement restreint leur usage dans les écoles, dans une période gagnée par un recours exponentiel à l'intelligence artificielle et au contact quotidien des jeunes qui déclarent converser avec elles comme avec une confidente ou un psy, cette thématique nous est apparue incontournable pour notre rencontre annuelle autour de la santé mentale. C'est pourquoi, en écho aux interrogations et paradoxes qui nous animent, avec la volonté de nourrir les débats sur ce sujet pour les professionnels que nous sommes, notre GCS vous propose cette année une journée de réflexion intitulée « Santé mentale et écran, entre progrès et péril ». Je vous remercie et je vais demander à Monsieur Lavitola, maire de Périgueux, de me rejoindre sur scène. Mesdames et messieurs, bonjour, merci au président de m'avoir invité à m'exprimer à la tribune et merci au groupement de coopération sanitaire d'organiser cette journée à Périgueux. On est fiers d'accueillir un tel événement entouré de nombreux professionnels de santé qui sont rassemblés dans cette salle aujourd'hui sur la question de la santé mentale qui est un enjeu majeur pour notre société. Un enjeu majeur pour toutes les classes d'âge. Il n'y a qu'à regarder les chiffres. Vous le savez aussi bien que moi, au niveau de notre jeunesse, qui est en turbulence, il faut bien dire, depuis le Covid, mais le Covid a quelque part bon dos. Les turbulences, elles viennent aussi des difficultés dans le monde dans lequel on vit, de pouvoir se projeter et de se dire que l'avenir sera plus serein. Et vous le savez, nos jeunes, que ce soit sur les troubles dépressifs, où nous en avons un quart qui s'auto-évalue comme étant en situation de trouble dépressif, ou que ce soit en termes de pensées suicidaires qui ont, je crois, triplé entre 2014 et 2021, nous voyons bien que notre jeunesse est en difficulté. Nous le voyons aussi auprès de nos aînés, où près de 20% sont atteints de troubles psychiatriques, très souvent dus à l'isolement social. Et si je vous parle de ces deux classes d'âge, c'est qu'on voit bien que finalement les faits sont presque similaires. Notre jeunesse peut s'isoler. Et je crois que c'est aussi l'enjeu du colloque du jour, de voir comment dans notre société moderne, où nous pouvons croire qu'en étant aussi interconnectés les uns les autres, finalement, nous sommes parfois seuls derrière notre écran, et que notre jeunesse qui connaît cette nouvelle addiction, dont les parents ne sont pas non plus les meilleurs représentants pour leur enlever cette addiction, parce que nous-mêmes, moi le premier, nous sommes quand même de plus en plus portés sur nos écrans en permanence. Et l'on voit bien que malgré tout, l'écran peut isoler. Et ça peut être aussi une nouvelle forme d'addiction, mais je crois que vous maîtrisez encore mieux que moi cette affaire-là. En tout cas, c'est un enjeu. C'est un enjeu politique. Et il faut aussi demander à notre gouvernement, même si en l'espèce, la situation est délicate, puisqu'il peut changer d'heure en heure. Mais en tout cas, ça a été décrété en 2024 grande cause nationale. Et je crois qu'il faut exiger de notre représentation nationale que la grande cause nationale, c'est pas juste en parler dans les médias et se dire les uns les autres en passant dans les chaînes d'information continue que ça y est, c'est la grande cause nationale, il faut parler de santé mentale. Oui, il faut en parler, comme vous allez le faire aujourd'hui, et puis vous êtes des professionnels, donc vous allez pouvoir utiliser les outils des chercheurs pour les déployer dans votre propre pratique professionnelle.
Mais qui dit grande cause nationale, dit donner des moyens. Parce qu'à un moment donné, c'est toujours le même sujet. C'est les finances qui font que on peut, quand on est mieux accompagné, quand on a assez de psychiatres, parce que c'est une vraie carence dans le recrutement et la mobilisation qui peut être fait en matière de santé. Si on donne les moyens, si on donne plus de moyens, on pourra dire qu'on a fait en sorte que ça devienne une grande cause nationale partagée. Et qu'on ne soit pas toujours, on va dire, spectateur. Moi, en tant que maire, la question de la santé mentale me concerne, puisque, vous le savez, quand vous avez des personnes qui ont des troubles, ça a un impact de fait dans l'espace public, dans les troubles de voisinage, et qui, parfois, sont pris du mauvais côté. Je racontais tout à l'heure à une de vos collègues, chaque mois, à la ville de Périgueux, nous avons des réunions qui traitent justement des questions de troubles de voisinage, réunions que nous organisons avec la police nationale, avec des anciens policiers retraités, et on y a ajouté notre CCAS. On l'a fait parce que notre CCAS, dans ces réunions-là, il a un rôle actif et majeur, notamment quand on détecte certains troubles de voisinage qui sont liés à des troubles de santé mentale. Et moi, je sais que ça m'avait marqué, puisque sur le sujet, je découvre, il faut l'avouer, quand on est maire, on ne sait pas tout. Et j'entendais notre directrice qui disait « Mais ne tapez pas la porte de ce voisin-là, il est atteint d'un trouble de schizophrénie, au plus vous tapez, au plus vous allez finalement lui engendrer un trouble. Donc il faut qu'on fasse autrement, il faut que cette personne-là prenne des traitements, etc. » Tout ça pour vous dire que même celles et ceux qui agissent dans le cadre de l'espace public, là aussi il y a un sujet de formation, de faire en sorte d'être responsabilisé sur ce sujet-là pour ne pas faire du trouble au trouble. Et je crois que ça fait partie des enjeux majeurs, mais qui doivent aussi se décliner d'un point de vue financier. Donc moi, c'est un des messages que je vous ferai passer aujourd'hui. Nous pouvons faire en sorte, je crois collectivement, que la santé mentale devienne un enjeu partagé. C'est le sens de vos missions, de vos activités. Ça doit devenir aussi un enjeu partagé d'un point de vue politique. En tout cas, sachez qu'en tant que maire de Périgueux, c'est ce que je porterai aujourd'hui et ailleurs dès que je le pourrai pour faire en sorte que vous ayez les moyens d'exercer vos métiers dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie. Madame Marie-Lise Marsat, pour le Conseil départemental, vice-présidente aux Solidarités. Monsieur le Président du groupement de coopération sanitaire santé mentale d'Ordogne, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des structures membres de ce groupement, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, il m'en revient de bien vouloir excuser l'absence de Monsieur Germinal Perrault, notre président qui est retenu par des engagements antérieurs et qui m'a confié le soin de le représenter pour l'ouverture de vos travaux. Pour la 4e édition de votre colloque, vous avez décidé d'aborder une thématique croisant la santé mentale avec le numérique qui occupe une place croissante dans toutes les sphères de la société. Si le plus grand nombre juge positivement les opportunités offertes par le développement accéléré des technologies numériques, par exemple dans le domaine de la recherche médicale, force est aussi de reconnaître que les risques induits, qui sont de plus en plus documentés, inquiètent légitimement les autorités de santé et les décideurs publics. Le sujet fait aujourd'hui partie des controverses mises sur la place publique, alimentées notamment par des commissions d'enquête parlementaires ou de multiples études de terrain. Tout ce matériau met en évidence un lien direct entre la surexposition aux écrans et la dégradation de la santé mentale. J'y reviendrai dans un instant en soulignant particulièrement la vulnérabilité de notre jeunesse. Mais auparavant, je souhaite aborder ce qui fait le cœur de votre métier, la santé mentale. Parent pauvre de la médecine et marginalisée dans les débats publics, celle-ci fait son entrée sur le devant de la scène, si vous me permettez l'expression, avec la crise du Covid et les épisodes de confinement qui ont généré l'apparition ou l'aggravation de troubles psychologiques ou psychiatriques affectant une part importante de nos concitoyens. C'était il y a 5 ans le chemin d'une prise de conscience de ce que les professionnels qualifient de fléau sanitaire a été long, bien long. À l'automne 2024,
Il y a juste une année, le Premier ministre d'alors, Michel Barnier, faisait de la santé mentale une grande cause nationale. 12 mois plus tard, les premiers constats établis par la commission parlementaire sur les défaillances des politiques publiques dans la prise en charge de la santé mentale et du handicap sont alarmants. Ils mettent en exergue un manque criant de moyens qui va de pair avec une carence certaine de pilotage des politiques publiques. Le journal Sud-Ouest y consacrait son dossier le 1er octobre dernier en donnant la parole à des acteurs locaux. Ceci confirmait l'écart considérable existant entre l'offre de soins et les besoins auxquels s'ajoutent de grandes disparités à l'échelle de la région. En effet, si la métropole bordelaise est correctement pourvue sur le plan médical, il est démontré que plus on s'éloigne, plus la pénurie s'aggrave. S'il nous faut être lucide sur le diagnostic, je crois qu'il ne faut pas s'y résigner. Soulignons d'abord l'immense apport qu'aura constitué le label Grande Cause Nationale, en permettant à la société tout entière d'ouvrir les yeux sur ce que l'on ne voulait pas voir et faire reculer la stigmatisation des personnes atteintes. Ensuite, observons, pour s'en réjouir, la mobilisation suscitée par cette mise en lumière et enfin les pistes d'action qui ont d'ores et déjà été esquissées, notamment en matière de prévention. Nous ne sommes qu'au début d'un parcours. Il reste tant à faire au regard du nombre de Français aux prises avec des difficultés de santé mentale. Ils sont près de 13 millions, soit 1 sur 5, et 3 millions qui vivent avec des troubles psychiatriques sévères. Ces chiffres ne peuvent laisser personne indifférent. Vous savez mieux que quiconque l'étendue du travail à réaliser, vous qui êtes en première ligne en tant que professionnels, pour bien connaître leurs concitoyens dans leurs communes et dans les cantons. Les élus locaux connaissent la qualité et la hauteur de votre engagement, en dépit de la montagne de problèmes que vous rencontrez. Je m'exprime ici au nom du président du conseil départemental, et si les départements n'ont pas de compétences en matière de santé, je veux rappeler que celui de la Dordogne a fait le choix, contre quelques esprits chagrins, et alors que la loi ne l'y obligeait pas, de lutter contre la désertification médicale en créant, dans le secteur marqué par une offre médicale inexistante, des centres de santé dans lesquels exercent des médecins que le département salarie. Au-delà de cette démarche volontariste, il est un domaine qui relève expressément de la responsabilité des départements. Il s'agit de la protection de l'enfance. Voici un champ d'action qui, comme le vôtre, est longtemps resté sous les radars médiatiques. Il bénéficie aujourd'hui d'une visibilité nouvelle à travers certains médias qui prennent trop souvent prétexte des difficultés réelles de ce secteur pour clouer au pilori les départements. Le fait majeur concernant l'aide sociale à l'enfance en Dordogne, comme dans tout le pays, tient à l'explosion, en quelques années, du nombre de mineurs confiés par la justice au département. En Périgord, ils sont aujourd'hui 1700, soit un nombre qui a plus de doublé en 10 ans, notamment en raison de la précarité qui touche de plus en plus de familles, ce qui nous conduit à y consacrer des moyens financiers et humains de plus en plus conséquents. Là aussi, la principale cause des difficultés s'explique par le manque de professionnels de santé, en particulier de pédopsychiatres. Les départements de France ont fait des propositions pour y remédier, en recommandant notamment de former des infirmiers en pratique avancée et des psychologues cliniciens. Je conclurai en revenant au cœur de votre sujet du jour et en centrant mes remarques sur les jeunes. J'affirme qu'il n'est désormais plus possible de tenir des propos lénifiants sur les bienfaits du numérique pour la jeunesse. En effet, de multiples études ont sonné l'alarme en pointant ces effets délétères. Je vous renvoie par exemple aux conclusions rendues en septembre de la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Son verdict est sans appel, je cite: « Cette plateforme expose en toute connaissance de cause nos enfants, nos jeunes à des contenus toxiques, dangereux, addictifs. »
Selon une étude récente, un quart des jeunes de 15 à 29 ans seraient en dépression. Les raisons de ce mal-être sont diverses, bien sûr, mais il est avéré que la surexposition aux réseaux sociaux constitue un facteur majeur d'anxiété. Plus le temps d'écran augmente, plus les troubles s'intensifient. Cette génération hyper connectée est confrontée à un flux d'informations le plus souvent anxiogène, et par ailleurs, elle subit des pressions sur ces réseaux, comme le cyberharcèlement. Cette étude révèle en outre des disparités territoriales marquées. Les résultats sont ici plutôt rassurants, puisqu'ils indiquent que les jeunes ruraux souffrent moins de dépression que les jeunes urbains. En effet, l'enquête souligne, je cite, « Si les occasions de sociabilité sont perçues comme plus limitées en milieu rural, les liens qui s'y tissent n'en sont pas nécessairement moins solides. » À l'évidence, la détresse de nos jeunes, quel que soit leur lieu d'habitation, appelle des réponses adaptées et audacieuses, au plan local comme au niveau national. Le problème n'est pas propre à la France. Je lisais la semaine dernière dans un journal du soir que le gouvernement du Danemark envisageait une loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Pour justifier sa démarche, la Première ministre déclarait « Nous avons accepté le portable dans la vie de nos enfants avec les meilleures intentions. Mais en réalité, nous avons libéré un monstre. » Dans le même temps, cette dirigeante prône le retour des livres dans les salles de classe de son pays, qui sont aujourd'hui les plus numérisés du monde occidental. Je ne sais quelles décisions seront prises chez nous, mais j'ai la conviction qu'il est temps d'agir de manière résolue. Je suis certaine que vos débats permettront de nourrir la réflexion pour y voir plus clair dans le choix à opérer. Je vous remercie de votre attention, j'ai été un petit peu longue et je vous souhaite de belles séances de travail aujourd'hui. Bonjour Marie-Lise Marsat. Bonjour. Vous êtes maire d'une petite commune de 2000 habitants et puis la représentante handicap au département. En tant que citoyenne, dans un village rural et élue évidemment sur cette commune de 2000 habitants, très très vaste sur le plan de la superficie, je me heurte à la solitude des personnes âgées aussi. Les jeunes, on essaie sur le plan municipal de les accompagner au mieux en leur donnant des salles de rencontres, de travail. On essaie de canaliser leurs énergies et de les occuper. Ils ont la chance d'avoir des parents présents. Donc ce que je crains moi en tant que mère, c'est de ne pas m'occuper suffisamment de ceux qui n'ont pas de parents présents. Ouais. Mais bon an, mal an, en ruralité, si les parents sont peu présents, les grands-parents sont là et la société est quand même assez à l'écoute de ces jeunes-là. Mon inquiétude majeure maintenant, oui, elle va vers les personnes âgées. Nous faisons tout ce qu'il faut pour garder les personnes âgées à domicile, c'est parfait, mais la solitude qu'ils vivent est quelque chose qui m'inquiète. Voilà. Donc, et c'est dû aussi beaucoup, c'est dû à notre société où il y a aussi un éparpillement, où oui, on a moins de présence vis-à-vis de nos proches, nos aînés. Absolument, moi je peux en témoigner. J'ai une fille unique qui habite au bout du monde. Oui. C'est un exemple et ça donne. Pour pallier aussi. à ça, et donc il faut recréer de la vie peut-être dans les communes par exemple, dans les quartiers, etc., dans le voisinage. Et ça on s'y engage, mais c'est toujours insuffisant. Donc ça peut être une des solutions, mais cette journée va peut-être en parler. Nous, conseil départemental, sommes heureux de prêter ces locaux afin que les séances de travail se déroulent au mieux, dans un environnement au top techniquement. Et au centre Joséphine Becker, oui. Oui. Merci Marie-Lise. Merci beaucoup à vous.